Bien, alors bonsoir à tous. Merci d'être là pour une nouvelle édition des lundis soirs du Centre Saint-Paul. Centre Saint-Paul que nous remercions de nous accueillir tous les lundis soirs depuis la rentrée. Alors ce soir, nous accueillons Pierre Cassan et Christine Tazin. Vous pouvez les applaudir. Alors, Pierre Cassin est fondateur et rédacteur en chef de Riposte Laïque, comme vous le savez. Christine Tazin est présidente de Résistance Républicaine et rédactrice à Riposte Laïque. Alors, ils viennent nous présenter un livre qu'ils viennent de sortir, qui est un livre de politique fiction, la faute du Bobo Josselin. Le thème de ce soir, c'est 2012, l'année de tous les dangers, puisqu'on est en campagne présidentielle, mais vous ne présentez pas la présidentielle, non ? C'est pas encore prévu, mais si on nous plébiscite, on va examiner. Alors, ce soir, ils vont nous présenter leur livre, mais également nous parler d'une sorte d'analyse du pacte ou du... Non, c'est pas le pacte, c'est l'accord entre les Verts et le PS qui date de très peu de jours. Alors, ils dédicaceront ce livre et puis leur précédent, mais en bas. Donc, je vous demanderai, après la conférence et les questions, de bien vouloir descendre pour libérer la chapelle, puisqu'on est dans une chapelle. Hein. Mais il y aura des apéritifs à boire et à manger qui nous attendent en bas. Pas de saucisson pinard ce soir, mais bon. Alors, donc la conférence va durer à peu près 1 heure, plus ou moins. Puis viendront vos questions. Alors pour les questions, comme la conférence est filmée, il faudra venir à côté du micro pour bien qu'on vous entende également derrière la caméra, hein, pour les gens qui ne peuvent pas venir ce soir. Donc, annonce pour demain soir, si ça vous intéresse. Demain soir, ce sera Rénal Sécher qui viendra parler du mémoricide à propos de la Vendée. Le lendemain, donc mercredi, c'est Oscar Freisinger, dont certains d'entre vous sont déjà inscrits, qui viendra présenter son nouveau livre Antifa, une réponse à Stéphane Hessel. Antifa. À 20h aussi. Voilà, comme antifasciste, hein, celui-là. Voilà, c'est un livre assez drôle, un peu comme la faute du Bobo Josselin. Et puis, on me demande d'annoncer le 15 décembre une grande veillée de prière et de solidarité avec les chrétiens persécutés par l'islam. Hein, notamment, il y a tellement de pays qu'on ne peut pas tous les dire. Donc je vous laisse découvrir ça à l'entrée. Vous avez un papier qui vous permettra de le voir. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et donc je laisse la parole à nos 2 conférenciers. Bonsoir à tous, merci de nous avoir consacré un lundi soir, merci au Centre Saint-Paul de cette invitation et merci au site Enquête et Débat de permettre des débats réguliers tous les lundis soirs pour la qualité du site, d'autant plus quand ils nous invitent, on a encore plus envie de leur dire merci. Alors, le thème un petit peu, c'est le thème de cette conférence, c'est 2012, année de tous les dangers. Et il faut reconnaître que Christine Tazin et moi avons un petit problème, c'est-à-dire que nous sommes issus de la gauche, nous nous réclamons toujours des valeurs de la gauche, nul n'est parfait, je sais. Nous sommes des laïcs, donc laïc, je le dis encore plus dans ce cadre, être laïc ne signifie pas être anti-religieux, mais ça signifie par ailleurs être un farouche défenseur de la liberté de croire ou de ne pas croire et du droit à la libre critique de tous les dogmes. Mais ça signifie surtout la volonté de préserver la séparation du religieux et du politique, de la sphère privée et de la sphère publique. Je tiens à préciser que la laïcité, dans notre définition, c'est ça, et que ça ne se confond pas avec l'athéisme. Par ailleurs, on peut être athée et laïque, et on peut être croyant et laïque. Donc on est, ce petit préalable effectué, on est donc des gens de gauche, et ce qu'on constate, c'est que le principal problème aujourd'hui par rapport à nos principes laïques, mais bien plus loin par rapport quand même à des valeurs civilisationnelles, qu'on considère, nous, la démocratie, le droit de croire ou de ne pas croire, la liberté entre les hommes et les femmes, la liberté de conscience, le droit d'aimer la personne de son choix, quelle que soit la couleur de sa peau, sa religion, son sexe et tout. Ce qui est quand même notre principe d'une démocratie, ce qui est quand même pour nous les principes des valeurs occidentales auxquelles nous sommes parvenus. Nous considérons aujourd'hui que le principal danger, c'est l'islam et c'est l'islamisation de nos sociétés. Ça c'est déjà un premier constat. Le deuxième constat qui nous pose problème, c'est que nous, Christine et moi, qui sommes des gens de gauche, constatons hélas
que face à nous, les principaux propagandistes de l'offensive de l'islam, pas les seuls, mais les principaux propagandistes de l'offensive de l'islam se trouvent hélas des gens qui se réclament également de nos valeurs, qui sont des gens de gauche, voire des gens d'extrême gauche. Des associations antiracistes, je dis bien ce ne sont pas les seuls, on constate également que dans les rangs de la droite, il y a des gens qui n'ont pas l'air de prendre bien la mesure de ce danger, et que dans les milieux chrétiens également, on est parfois surpris, quand on voit le sort que subissent les chrétiens dans le monde, on est parfois surpris de voir par exemple à Lyon un archevêque qui fait mettre Allah Akbar sur sa cathédrale. Nous autres, on est un petit peu étonnés. Donc ce préalable effectué, on se trouve donc dans la situation, avec Christine, de constater que nos pires adversaires et ceux qui disent le plus de mal de nous sont ceux qui se réclament de nos valeurs et ceux qui sont dans notre camp. Donc on s'est posé la question, on a déjà écrit 4 ouvrages, on travaille sur Riposte laïque depuis maintenant 4 ans, on fait 3 sorties par semaine, on est à nos 30 000 abonnés, on a nos 4 livres, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? On va quand même arriver dans une période extrêmement animée qui est la période de 2012. On a étudié un petit peu les différents programmes, on ne vous dit pas qu'ils nous font tous grimper au rideau, mais en tout cas on constate qu'il y en a un qui nous a effrayés particulièrement, c'est le programme de la gauche, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit les Verts, que ce soit Parti de gauche, ou que ce soit que ceux qui se réclament de la nébuleuse d'extrême gauche. Parce que tout simplement, on constate que ce sont les programmes, la plupart du temps, qui font totalement l'impasse sur les 2 principaux problèmes auxquels est confrontée la France aujourd'hui, c'est-à-dire l'islamisation de notre pays qui est permise dans une période de chômage de masse et de montée du communautarisme, qui est permise par une politique migratoire qui est pour le moins surprenante, quand on sait qu'on a quand même aujourd'hui des chiffres que donne la gauche elle-même sur plusieurs millions de chômeurs, une précarité assez inquiétante, 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans diplôme, et qu'on continue à nous expliquer que la France a besoin d'une immigration et qu'on fait venir 200 000 immigrés, essentiellement d'Afrique du Nord et des pays subsahariens, on est un petit peu surpris, d'autant plus quand on sait que c'est cette immigration qui renforce aujourd'hui l'offensive de l'islam en France. Donc on s'est dit, ça c'est le constat que fait Riposte laïque toutes les semaines, une fois qu'on s'est dit ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de différent que ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Et nous est venue l'idée, donc au mois de juillet, de commettre un roman. Donc on est parti sur un roman, Christine qui est agrégée de lettres, qui a toujours appris à ses élèves qu'il fallait absolument faire des plans, une introduction, un travail principal, une conclusion. On a fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment sans du tout savoir ce qu'on allait écrire. Christine a écrit un premier chapitre, moi j'ai brodé, Christine a brodé, et disons qu'en 15 jours, pendant les vacances, on a commis donc cet ouvrage. Alors, pendant qu'on l'écrivait, on se posait quand même des questions, c'est-à-dire on se disait, bon, on est en 2011, il y a 30 ans, on était jeunes, élégants, beaucoup plus séduisants, et on arrivait à la victoire de Mitterrand. Il y a 30 ans, Jean Robin n'était pas bien grand, mais donc on était à fond dans la période du programme commun de la gauche, et nous qui étions donc à l'époque jeunes, on entendait des personnes qu'on avait tendance un petit peu à juger comme des vieux réactionnaires totalement demeurés, qui nous racontait les pires horreurs sur ce que donnerait la victoire de la gauche. Donc on entendait qu'on allait avoir les chars soviétiques sur la place de l'Étoile, on entendait qu'on allait avoir les boulangeries qui allaient être nationalisées et que comme on urse pour acheter notre pain, on allait avoir des centaines de mètres de queue, et on entendait évidemment que la France allait être ruinée, que tous les capitaux allaient partir. Bref, on entendait les pires horreurs. Donc on s'est posé la question, on a dit, j'espère quand même que 30 ans plus tard, si on fait une critique du programme de la gauche, on va essayer d'être un peu moins primaire, et puis surtout un peu plus drôle, un peu plus... et surtout qu'on va taper juste. Donc on a surtout voulu faire un ouvrage drôle. Donc on a surtout cherché à faire rire nos lecteurs. Alors on a commencé, parce que nous on est des gens naïfs, on a commencé à mettre les vrais noms des principaux acteurs.
Et puis, quand on a mis les vrais noms des principaux acteurs, qui sont les hommes politiques les plus connus, on a envoyé une version à notre avocat. Et le brave homme a pris immédiatement le téléphone en levant les bras au ciel, en disant « Mais vous êtes complètement fou, vous allez me donner un boulot fou, faut surtout pas mettre les vrais noms. » Donc, on s'est amusé, vu qu'on n'avait pas le droit de mettre les vrais noms pour des histoires de sécurité. Évidemment, on s'est un petit peu amusé avec les noms. Vous vous amuserez, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, à reconnaître qui est Francis Lasland, je pense que vous n'aurez pas trop de mal. Qui est Marie Bory, je pense que donc ça sera pas trop difficile. Qui est Frédéric Foscan, vous devriez trouver. Qui est Lionel von Modit, vous devriez savoir à peu près qui c'est. Un philosophe qui s'appelle Bernard Rémy Ravi, vous devriez trouver. Un homme de la gauche qui s'appelle Jean-Luc Méchandon, vous devriez également savoir qui c'est. Donc on s'est un petit peu amusé avec ces thèmes, mais on a surtout voulu faire autre chose que simplement s'amuser. On a voulu faire une œuvre pédagogique sur ce qui nous apparaissait à l'époque comme les principaux dangers de la politique de gauche telle qu'il l'annonçait. Donc c'était avant le fameux pacte vert PS que Christine va vous décoder tout à l'heure. Mais donc ce qui nous apparaissait dangereux, c'était ce qu'un journaliste du Nouvel Observateur, c'est pas nous qui le disons, c'est un journaliste du Nouvel Observateur qui a fait un livre qui s'appelle « La préférence immigrée ». Donc la préférence immigrée, c'est Hervé, il n'a pas un nom facile, Algalarondo, je crois. Donc nous, on a voulu un petit peu expliquer, notamment, la conséquence dans la vie quotidienne des citoyens de ce pays, la conséquence du droit de vote des étrangers, tel que c'est vu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Qu'est-ce que ça donne, la conséquence dans le quotidien des Français, de la régularisation de tous les clandestins? Qui est le grand mot d'ordre. Qu'est-ce que ça donne dans la vie quotidienne des Français? L'application du programme de ce qu'on appelle un think tank, un cabinet conseil, prêche du Parti Socialiste qui s'appelle Terra Nova, qui pour des gens de gauche théorise que la gauche n'a plus rien à attendre des classes populaires, n'a plus rien à attendre des travailleurs, qui ont définitivement perdu les valeurs de ce qu'ils prétendent eux être la gauche, parce que soi-disant qu'ils seraient sensibles à des thèses populistes, à des thèses protectionnistes, et donc c'est des gens avec qui on ne peut plus rien faire. Donc jouer carrément une nouvelle population, une nouvelle diversité, contre la réalité du salariat et contre la réalité des classes populaires françaises. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans le quotidien? On a voulu également montrer la discrimination positive, qu'est-ce que ça pouvait donner. On a voulu montrer, je vous parlais des noms, on a inventé une secte religieuse particulièrement agressive et hégémonique qui s'appelle les verlamistes. Bon, qu'est-ce que ça peut donner? Donc l'alliance de cette partie de la gauche avec les verlamistes. Qu'est-ce que ça donne dans le partage des municipalités, dans les règles d'une république unie indivisible? Qu'est-ce que ça donne une gauche qui est totalement mondialiste? Qu'est-ce que ça donne une gauche qui est totalement ouverte à l'Union fédérale européenne et donc à la perte de souveraineté de notre pays? Qu'est-ce que ça donne dans le quotidien des Français? Donc c'est un petit peu sur ces thèmes-là qu'on s'est amusé. Je ne vous cache pas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire cet ouvrage que nous on a pris à l'écrire, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Alors la particularité, c'est que beaucoup de nos lecteurs, quand ils nous appellent ou quand ils nous écrivent, nous disent d'un côté on vous félicite parce que le bouquin c'est vrai qu'on s'est bien marré, bravo, vous n'avez pas fait de cadeau à ceux que vous aimez pas, ça se voit vraiment que vous les avez dans le nez, et vous nous avez bien fait rire à leurs dépens, merci, mais on vous fait quand même un reproche, c'est que le problème c'est que la fiction que vous écrivez, elle est terriblement possible, elle est terriblement réaliste et elle nous fait hélas très 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 peur. Donc vous lirez quand même dans cette fiction que, tels les westerns américains où il y a toujours la cavalerie qui arrive pour sauver les personnes qui sont prisonniers des Indiens, on essaye de faire ce que les Américains appellent une happy end. Bon, c'est pas pour autant que c'est gagné, mais enfin on a essayé quand même d'amener du positif et de l'humour dans cet ouvrage. Donc écoutez, on espère qu'il sera lu, on espère que c'est un outil pédagogique
Et on espère surtout, parce qu'on en est arrivé aujourd'hui à la conclusion que le pire danger, on ne remet pas du tout en cause nos valeurs et nos engagements à gauche. Simplement, on considère que ceux qui les portent aujourd'hui ne représentent plus pour nous la gauche de Jaurès. La gauche dont Jaurès disait sur la nation qu'elle est le seul bien des pauvres. On reconnaît absolument plus cette gauche aujourd'hui. Et donc, à partir de là, on considère que c'est elle qui est porteuse du projet politique le plus dangereux pour les concitoyens de notre pays. Donc, habituellement, quand on fait les conférences, c'est plutôt Christine qui présente l'ouvrage et c'est moi qui commente l'actualité. Là, écoutez, il s'est trouvé qu'on a décidé ça ce matin, une inversion totale des rôles, parce que Christine est tombée sur l'accord, totalement par hasard, sur l'intégralité de l'accord vers PS. Alors qu'il est quand même particulier, parce que quand on va sur le site des Verts, ça Christine vous l'expliquera, l'accord fait 24 pages, mais quand on va sur le site du PS, il fait plus de 21 pages. Donc on va vous expliquer un petit peu les raisons de ces différences. Donc moi j'ai entendu Christine toute la journée pousser des grands cris, hein, genre mais c'est pas possible, mais ils n'ont pas fait ça, mais c'est pas possible, mais ils n'ont pas pu écrire ça. Donc écoutez, elle va vous expliquer, on colle à l'actualité, hein, et vous retrouverez d'ailleurs des thèmes qu'on retrouve dans le Bobo Josselin, hein, parce que quand même on n'y échappe pas, mais vous verrez que cet accord vers PS n'est pas seulement que sur les deux thèmes dont on a parlé essentiellement médiatiquement, c'est-à-dire la polémique sur le nucléaire et puis le siège, le droit de veto à l'ONU, donc manifestement ces braves gens ont l'air de vouloir remettre en cause. Il y a des choses beaucoup plus profondes qui ne font d'ailleurs qu'alimenter la trame du Bobo Josselin. Donc je devais faire un quart d'heure, je pense que j'ai pas dû faire beaucoup plus, et je passe la parole à Christine, qui a donc travaillé toute la journée et qui va vous servir tout chaud, donc une exclusivité du décortiquage de l'historique accord vers PS. Bon, écoutez, effectivement, je suis tombée ce matin par hasard parce que l'actualité faisait qu'on parlait beaucoup du scandale du droit de veto, qui figure dans la suppression, figure dans l'accord. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc, je voulais écrire un article là-dessus que j'ai écrit ce matin. Mais en cherchant ce passage, j'ai commencé à lire en diagonale les choses, le reste. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible que les Verts aient écrit, à la limite, on le comprend, ils sont libertaires, liberticides, européistes, anti-France. À la limite, c'est presque logique que le PS ait ratifié ça, ait signé ça, ça dépasse l'entendement. Donc j'ai eu envie effectivement de vous dire un petit peu ce que j'avais trouvé. Alors j'ai lu ça comme ça effectivement dans la journée, donc c'est un travail un peu décousu, c'est-à-dire que j'ai surligné les passages qui me posaient problème, puis j'ai fait des grands chapitres sur ce qui me posait problème. Et il se trouve qu'au cours de l'après-midi, on a un échange avec un copain qui me dit, t'as vu ce qui concerne l'élection, enfin le droit de vote des étrangers? Je lui dis non, j'ai rien vu, ça m'a étonné. Il me dit mais si, c'est telle page. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux versions de l'accord. Un sur le site du PS qui fait 21 pages et un intégral sur le site des Verts qui en fait 24. Alors, j'ai pas eu le temps de comparer les deux parce qu'on s'en est rendu compte très, très tard, pratiquement quand on allait partir. Mais il y a une phrase qui est très importante qui n'existe pas chez les Verts, qui n'existe pas au PS. C'est celle qui dit que les étrangers auront le droit de vote, mais pourront aussi être élus. Vote et éligibilité. Voilà. C'est quand même quelque chose d'énorme qui effectivement va faire que forcément des étrangers vont pouvoir être conseillers municipaux, voire maires, voire tout ce qu'on veut. Quand on sait en plus que ce sont eux qui élisent les sénateurs, on est vraiment dans un déni de citoyenneté, dans une atteinte grave à nos fondements républicains au droit de vote. Donc, je ne sais qu'il y a une phrase et il y a 3 pages de différence. Donc, il faut s'attendre au pire. Je n'ai pas eu le temps d'expliciter les 3 pages de différence. Et on se dit qu'effectivement, apparemment, il y en a qui commencent à râler au niveau du PS en disant qu'ils ne savaient pas. C'est-à-dire que ce sont des gens qui signent des accords, qui vont partir sur un programme de gouvernement et qui disent « Ah bon, c'était dans l'accord? Ah non, on n'était pas au courant, mais on n'a pas vu, on ne savait pas. »
Alors je trouve ça quand même très très inquiétant pour un parti, pour des gens qui prétendent qu'ils vont être aux manettes de la France, ils vont signer des contrats, signer des traités, des engagements. Ils ne savent pas lire, ils ne veulent pas lire, ou ils disent après « Ah, on ne savait pas ». Sur ce passage, je crois vraiment qu'il faut qu'on en mesure tout, parce que, y compris qu'on comprenne leur système de défense. C'est-à-dire qu'ils expliquent, qu'ils cherchent à en minorer l'importance, en expliquant que d'abord, il y a une condition, c'est qu'il faudra être en France depuis 5 ans. Et l'autre chose qu'ils précisent, ils disent, mais en même temps, ça ne sera que pour les élections locales. Je crois qu'il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que si vous commencez à donner un droit de vote à une élection locale, il est bien évident que vous embrayez une logique, une dynamique, qui fait que tout le monde va dire après, on peut faire confiance notamment aux associations antiracistes et droits de l'hommistes, comment que ça se fait, les malheureux, ils ont le droit de voter aux élections locales, ils payent des impôts au niveau national, ils n'ont pas le droit de voter au niveau national. Je crois l'autre chose quand même qui est vraiment criminelle dans cette revendication, moi j'ai vraiment pas peur de le dire, criminelle, c'est que, bon, nous on considère peut-être qu'on est des patriotes, peut-être qu'on est des républicains, peut-être qu'on est des dogmatiques, nous on considère que le droit de vote, ça va avec la nationalité. Et déjà, on était contre Maastricht en 92, qui déjà fait une première brèche là-dessus, c'est-à-dire que Maastricht permet à des citoyens européens qui n'ont pas la nationalité française de voter en France. C'était déjà un premier signal qui était porteur forcément de remise en cause du droit de vote et de la nationalité beaucoup plus profond. Mais là, ce qui est quand même criminel, c'est qu'on se rend compte qu'on est dans une période où le communautarisme progresse, où les élus dans leur commune subissent de plus en plus de pressions qui n'ont plus rien à voir avec le vivre ensemble, mais qui sont une multiplication de droits particuliers, qui soient communautaristes, linguistiques, religieux, bien souvent obtenus sous la pression. Mesurez les conséquences à partir du moment où vous accentuez ça dans une période où on n'est plus en intégration et où vous allez avoir, dans des quartiers fortement islamisés, vous allez avoir l'imam de la ville qui va pouvoir être maire, sans aucun problème. Voilà à peu près les conséquences d'un accord aussi criminel. Voilà. Donc, le lien avec le Bobo Josselin, c'est que finalement, on nous a dit, ce que vous avez écrit, ça fait peur. Eh bien, malheureusement, le programme, l'accord vers PS, va plus loin que ce qu'on a pu imaginer sur la base de Terra Nova. C'est-à-dire que si ce programme était mis en œuvre, ce serait vraiment une catastrophe. Une catastrophe pour les classes moyennes, qui verraient encore leurs revenus s'effriter, leurs difficultés grandir. Pour l'école, le programme d'école, c'est une catastrophe. La vie quotidienne même, évidemment, la capacité de dynamisme et d'innovation des individus, parce qu'on est face à un système qui est complètement stalinien. C'est-à-dire qu'il y a partout des verrous qui sont installés, des conseils, des associations, des superstructures qui vont peu à peu imposer une espèce de loi d'airain partout. On va avoir, et forcément bien sûr, gros problème, l'indépendance de la France, qui est mise en œuvre, avec un deuxième plan pour la France après l'Afrique. L'Afrique et l'Europe reviennent tout le temps dans ce programme. Ils sont prioritaires, ainsi que les immigrés. C'est quelque chose qui revient sans arrêt. Alors les immigrés et les délinquants aussi. Il y a quand même tout un passage sur le fait qu'il faut quand même arrêter de mettre les gens en prison parce que c'est ce qui crée la récidive. Ouais. Bon, et donc, on est dans un monde de fous vraiment. Donc j'ai fait quelques grands chapitres et puis je vous lirai quelques extraits qui correspondent simplement, qui peuvent vous permettre de voir un petit peu où on en est. Mon premier point, c'est que les classes moyennes seront encore plus pressurisées. Le premier point, c'est que la fiscalité, ça va y aller quand ça ne sera pas écologique. C'est-à-dire qu'on va payer des impôts énormément quand on ne fera pas ce qu'il faut et quand on n'utilisera pas effectivement les nouvelles technologies et tout ce qui fait des économies. Donc la fiscalité sera plus écologique. Moi, une fiscalité écologique, j'ai du mal à comprendre. Une nouvelle assiette sera créée pour les cotisations sociales qui favorisent la production et l'emploi et qui dissuadent la pollution et la consommation d'énergie.
Bon, autrement dit, je pense que les gens qui auront des vieilles voitures qui ne peuvent pas remplacer mais qui polluent auront des taxes à payer, j'imagine. Hein. Type d'exemple, on aura sûrement une vignette pour ceux qui polluent, ceux qui polluent. Ceux qui n'ont pas isolé leur maison auront peut-être aussi une taxe, etc. Hein, c'est-à-dire qu'on commence effectivement à faire quelque chose de très inégalitaire, puisque ceux qui n'auront pas les moyens de mettre aux normes ou de changer leurs appareils vont payer doublement. On a évidemment le grand problème, la grande lutte, c'est le pacte qui s'envole, c'est normal, on n'en veut pas. La grande lutte, c'est bien sûr contre le nucléaire, hein, et donc le nucléaire fait que si on supprime ou on réduit la part du nucléaire, c'est non seulement l'indépendance énergétique de la France qui disparaît, mais surtout l'énergie va être plus chère à acheter. Il va falloir payer du gaz, payer du charbon, payer les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Tout ça, ça coûte très cher. Qui va payer? Ce sera forcément toujours les mêmes. On a d'ailleurs un petit passage qui est assez sympathique. Alors, comme tout a volé, je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite. Je vous prie d'excuser le fouillis. Voilà. Donc, moi, qui m'inquiète quand même fortement, c'est que une tarification progressive de l'électricité et du gaz permettra le droit effectif de tous aux services énergétiques de base, tout en luttant contre les gaspillages. C'est-à-dire que c'est encore le Français moyen qui gagne sa vie, qui va payer très cher l'électricité et le gaz pour permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens de ne rien payer, d'être chauffés gratuitement. C'est-à-dire, donc voilà, on est vraiment dans la progressivité absolue, c'est assez génial. Alors, toujours dans le côté... on fait payer les élites et puis les classes moyennes. L'école, évidemment, c'est un... Tu voulais... L'école, dans les traditions, nous donnerons une nouvelle ambition à l'enseignement supérieur, un objectif de la moitié d'une classe d'âge au niveau de la licence sera fixé au niveau de la mandature. Quand on sait actuellement les difficultés qu'ont les étudiants qui arrivent déjà, qui n'arrivent pas à aller au-delà de la deuxième année de fac, voire même de la première, il y a un taux de redoublement énorme, et ces gens-là sortent sans métier, sans diplôme, sans qualification. Maintenant, la moitié d'une classe d'âge au niveau de la licence, qui puisse pas, qu'on en fasse peu importe, c'est-à-dire qu'on a l'idéologie de la formation, qui travaillera, qui fera effectivement les métiers dont on a besoin, parce qu'on a besoin de métiers techniques, forcément les immigrés qui sont régularisés, je pense. Hein. Bon, on peut imaginer. Il y a encore des choses assez étonnantes qui sont inquiétantes pour les classes moyennes, c'est que les logements vacants donneront lieu à amende ou bien seront réquisitionnés. Donc si vous avez des résidences secondaires que vous avez achetées on voit qu'il commence à pas le dire là. Pour votre fils qui va être étudiant, ou bien pour votre retraite dans 5 ans, dans 10 ans, et que vous n'avez pas envie qu'il soit occupé, vous allez risquer d'avoir des ennuis, parce que ça n'est pas du tout citoyen de garder un logement vacant et vide quand on a tant besoin de logement. Donc, quand je dis qu'il y a quand même quelque chose de très stalinien, d'inquiétant, on est complètement totalement dans le totalitarisme. Alors ça, c'est pour les classes moyennes au quotidien. Je développerai un tout petit peu plus le chapitre de l'école. Hein, parce que les objectifs de l'école, c'est sympathique, comme tout, quand même. L'école... Alors, si je retrouve ma page, c'est bon, oui. Je cherche le numéro 29 et je... Ah, voilà. Ah, c'est le bordel. Alors, voilà les apprentissages de l'école. Apprentissage de la citoyenneté. Jusque-là, ça va. Bon, la citoyenneté chez les Verts, j'ai quelques inquiétudes. Transmission des connaissances. Ça y est, ouf. Mais préparation à la vie professionnelle, formation à la coopération, tout autant qu'à la compétition. Formation à la coopération. Voilà, ça c'est un des buts et en gras de l'école.
quelque chose de fondamental. Voilà. L'égalitarisme à tout va, bien sûr. Alors, cette fois-ci, j'ai trouvé ça. Après une décennie d'abandon et de stigmatisation, l'école est à reconstruire. Vous ne saviez pas que depuis 10 ans, à l'école, on stigmatise et on a abandonné l'école. Et dès 2012, sur la base d'une négociation globale avec les organisations syndicales, nous engagerons un plan pluriannuel de recrutement de professionnels. Alors, qui sont ces professionnels? Il y a quand même des enseignants, mais il y a aussi des conseillers d'éducation et d'orientation, des médecins scolaires, des assistants sociaux, des surveillants, prioritairement destinés à ceux qui en ont le plus besoin. Primaire et zone d'éducation prioritaire. Bon. C'est-à-dire qu'on est d'emblée sur quelque chose qui, de toute façon, va primer toujours ceux qui sont en difficulté sociale, pourquoi pas, mais on sait très bien que ça va de façon plus large et qu'on va déshabiller forcément Monsieur Tout-le-Monde et l'école de la République. C'est-à-dire que l'ascenseur républicain, c'est terminé. Il va déjà très mal depuis 89, depuis que Jospin a pris des manettes. Ça va de mal en pis. Sarkozy n'a pas arrangé les choses. Mais alors, les Verts là-dessus, je crois qu'il n'y a plus rien à espérer. Hein, on est fichu. Et alors, tout le reste sur l'école, c'est toutes les tartes à la crème, c'est-à-dire pédagogie indifférenciée. C'est-à-dire qu'il faut, dans une classe, faire de la pédagogie pour tous les types d'enfants particuliers. Il faut que chacun soit évolué, chacun ait un parcours privilégié. On guide l'élève. L'enfant au centre de son apprentissage. Oui, l'enfant au centre de son apprentissage. C'est Mérieux, c'est Mérieux. Est-ce qu'il est au vert, Mérieux? Oui. Ah oui. Alors Mérieux est au vert et d'ailleurs il est au cœur d'une polémique assez forte suite à un fameux accord puisqu'ils ont oublié de dire à Colomb qu'il allait l'avoir dans la prochaine municipalité. Et manifestement Colomb n'a pas l'air d'avoir énormément apprécié. Non, voilà. Donc, ça permet à Christine de rechercher ses notes. Voilà, donc les Verts et le PS, je vous rappelle, c'est quand même les deux, vont déployer au cours de la législature un parcours autonomie pour les jeunes, pour sécuriser leur entrée sur le marché du travail, pour que le jeune soit soutenu dans l'élaboration et la concrétisation de son projet de vie. Nous regrouperons les aides sociales existantes, aide au logement, bourse, etc. C'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'on ne demande plus du tout aux jeunes d'être acteurs, de faire des efforts, d'avancer, de rechercher. Il faut qu'il y ait autour de lui 4-5 adultes référents, tuteurs, qui le guident, qui lui mâchent le boulot, et qui en fassent finalement un enfant ad vitam aeternam. On est en train de faire exactement le contraire de ce dont on a besoin dans un pays dont l'économie a besoin de repartir, etc. On a besoin de gens actifs. L'école, là, c'est vraiment, on prend tout le monde en charge parce que les pauvres petits, en fait, on a un système de victimisation tous azimuts, systématiquement. Il n'y a que nous qui sommes des affreux, bons à travailler, bons à payer, mais les jeunes, les immigrés, les autres, ceux-là, il ne faut rien leur demander. Il faut tout leur apporter sur un plateau. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? C'est une bonne question. Alors, évidemment, la tarte à la crème actuelle qui continue, depuis Mérieux, il faut de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur plusieurs disciplines en même temps, parce que c'est quand même compliqué de savoir qu'on va utiliser un mot en géométrie puis un autre en français qui n'auront pas tout à fait le mot hypothèse, par exemple, en maths, en français, c'est pas pareil. Alors, il faut travailler ensemble quand même pour que les gosses soient pas perdus, sinon c'est un problème. Bon, voilà, c'est la pluridisciplinarité, faire des projets où on va faire de la géographie, de l'histoire, du français en même temps, ce qui fait qu'on touche à tout, mais on n'approfondit rien. Ce qui fait qu'on n'a plus, les gosses n'ont plus du tout de chronologie, de sens, il n'y a plus des points, parce que tout est mélangé, on fait un petit peu de tout, et donc ça c'est encore la tarte à la crème. Mais on sait qu'il y a un but là derrière, c'est égalitarisme à tout va, ceux qui ont la chance ou la malchance, finalement on ne sait plus, d'être nés dans des familles cultivées, ça ne leur sert plus à rien. Et les autres, de toute façon, ils ne seront pas perdus, pourront continuer à leur bac, puis même leur licence à peu de frais.
Donc on est quand même dans un projet de société très très inquiétant. On parle bien sûr de la culture. Alors la culture, c'est la tarte à la crème. Alors bon, ce que j'ai dépoté, je ne vais pas vous le lire, c'est en gros, quelque part, le rap, ça vaut Molière ou Louis XIV, si c'est pas mieux, hein, finalement. C'est ça. Hein, la tarte à la crème, le snobisme intellectuel, tout ce qui est à la mode. Il faut faire de la culture, hein, et respecter les traditions. Alors, toujours les points qui m'ont inquiété, il y a bien sûr mon troisième grand point, la disparition de la France, de ses élites et de ses institutions. Alors, j'ai d'abord, la France ratifiera la charte des langues régionales et minoritaires. Ça fait un moment qu'il nous casse les pieds avec. Ça ne s'est pas fait. Sarkozy s'est engagé à ce que ça ne se fasse pas. Il est clair que si la gauche passe, on aura droit à des langues régionales et minoritaires partout. Et qui dit langue minoritaire dit que forcément on aura des revendications sur les langues de l'immigration, etc., qui ont déjà une tendance à prendre une certaine place. Ouais, là, ce que dit Christine, c'est vraiment l'institution du bilinguisme. C'est-à-dire que les organisations autonomistes, notamment dans le Pays Basque, notamment chez les Occitans, notamment chez les Corses, certains en Alsace, vont revendiquer, y compris dans les préfectures, que les actes soient faits en deux langues. C'est également la revendication de traducteurs, qui seront bien évidemment les militants politiques des associations autonomistes, qui seront recrutés dans les préfectures pour être capables de traduire. Ça sera évidemment les panneaux en deux langues, comme on voit déjà à Toulouse et tout. C'est vraiment la fin de la République unie et indivisible. C'est le bilinguisme et c'est la volonté finalement totalement européiste de faire péter le cadre de l'État-nation et de la République unie et indivisible pour faire éclater ça en Europe des régions. Là, c'est vraiment clairement affiché. Avec finalement le renoncement au français langue officielle. C'est-à-dire que vous pourrez avoir partout des tas de gens qui refuseront de parler français et auxquels il faudra fournir un interprète. On arrive déjà à ces éléments-là dans certaines cours de justice où il faut un interprète obligatoire pour des gens qui ne parlent pas français, sauf même à annuler la garde à vue. Enfin, on a vu des choses assez épouvantables comme ça. Bon, c'était quand même la petite cerise importante, mais ça ne suffit pas. Alors, pour vous faire rire quand même, la parité, vous savez qu'ils ont un certain nombre de dada, donc la parité sera renforcée grâce au durcissement des conditions de financement des partis politiques. Leur modulation sera non seulement liée au nombre de candidates présentées, ça on était habitués, mais aussi au nombre effectif d'élus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait autant de femmes élues que d'hommes. Ça va être rigolo pour les électeurs de calculer leurs coûts. Hein? Bon. Alors, si on a une élue femme issue de l'immigration, est-ce qu'on touche plus? Et si elle est handicapée? Et si elle est handicapée? Hein? Ah bah alors là... Bon, évidemment, la grosse chose, je l'ai évoqué tout à fait au début, c'est effectivement le problème du droit de vote des étrangers et de leur éligibilité. Donc on l'a évoqué, c'est vraiment quelque chose avec des conséquences très importantes, j'y reviens pas. Réforme de la justice. Ils vont engager une vaste réforme pour rendre aux magistrats leur indépendance. Alors quand on voit actuellement les 2 poids 2 mesures qu'on a actuellement, on ne sait pas ce que ça va devenir en plus. Alors là, ça risque d'être drôle. Hein. On a quand même actuellement un certain nombre de magistrats qui sont de façon objective, de gauche militante, immigrationniste, etc. S'ils ne sont pas indépendants, alors je ne sais pas ce qu'ils sont. Hein. Bon. Donc ça sera encore pire. Et puis ils vont modifier aussi la garde à vue, hein, parce que le système de garde à vue, c'est pas bon, ça va pas, c'est pas bon. Donc il va falloir encore donner plus de droits, de possibilités aux gens qui ont été arrêtés, bon, etc. Et puis ce qui revient tout le temps, alors je vais vous passer les textes, mais parce que je pense que vous connaissez, c'est que ce qui revient tout le temps dans le texte, c'est qu'on parle très peu de la France finalement, on parle tout le temps de l'Europe. C'est-à-dire que la France devient un outil pour mettre l'Europe en avant, pour constituer une Europe fédérale. C'est-à-dire que c'est dit plusieurs fois, il y a vraiment une demande
que la France, que l'Europe devienne fédérale et que les États-nations disparaissent et effectivement soient complètement en arrière. Donc, on a... Il y avait justement, pour illustrer ce que dit Christine, je ne sais pas si vous vous rappelez le discours d'investiture d'Eva Joly, la célèbre Eva Joly. Elle avait fait un texte où il n'y avait absolument pas le mot France de prononcer, et très franchement, vous lisiez son discours d'investiture, vous pouviez le traduire en allemand, vous pouviez le traduire en anglais, vous pouviez le traduire en italien, vous pouviez le traduire en espagnol, c'était bon. C'était un discours adapté sans aucune spécificité nationale. Je crois que ça résume absolument tout le programme et la volonté. Ça, c'est typiquement les Verts, mais on se rend compte que les Verts gangrènent l'ensemble de la gauche là-dessus. Mais c'est tout à fait le discours des Verts. Et puis le gros morceau, c'est le fameux droit de veto aux Nations Unies, puisqu'actuellement, il y a 5 grandes puissances qui ont le droit de veto. Donc, ce qui peut quand même avoir un intérêt, donc la France, la Chine, l'URSS, les USA, et j'ai oublié la Grande-Bretagne, le 5e, voilà. Et donc, c'est dit clairement qu'il faut renoncer au droit, qu'il n'y aura plus le droit de veto. Donc, ça veut dire que la France, pour un vulgaire calcul électoral, parce qu'on en est là, si Hollande a signé ça, c'est que c'est un calcul électoral pour avoir des voix, des verts, perdra son statut de grande puissance. Qui dit perdre le statut de grande puissance, elle va peser son poids, sa faculté de peser sur les grandes orientations du monde. Pourquoi est-ce que vous avez tant de dictateurs, de rebelles africains qui viennent régulièrement à l'Élysée? Parce qu'ils savent que la France a un droit de veto, et qu'on peut peser justement sur les décisions d'intervention, etc. On joue un rôle de gendarme de la planète quelque part. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important qui peut parfois éviter des choses qui ne sont pas très intéressantes. Il y a des moments où on aurait préféré qu'ils utilisent, ils ne l'ont pas fait, mais enfin, bon, que ça existe, c'est quand même une bonne chose. Moi, ce qui me fait peur également, si on imagine le cauchemar, à savoir 2012, la gauche au pouvoir, le gouvernement applique son programme, il supprime le droit de veto, et puis il y a un autre gouvernement qui est élu, quelques temps après, quelques années après. Imaginons que ce nouveau gouvernement rompe complètement en touche avec les traditions, dise l'immigration c'est fini, le rapprochement, le regroupement familial c'est fini, les allocations familiales aux étrangers c'est fini, etc. Et imaginez qu'il y ait au niveau des Nations Unies un concert des pleureuses qui demande une intervention contre notre pays. On aura perdu le droit de veto qui nous permettrait de faire obstacle à quelque chose comme ça. On va dans un système de mondialisation. Vous pouvez peut-être penser que je fais de la science-fiction, que c'est du cauchemar, mais je crois qu'on en arrive là quand même. On arrive de plus en plus, et ça revient d'ailleurs dans le texte très souvent, vers un souci de gouvernance mondiale. D'ailleurs, sur l'histoire du droit de veto, c'est comme ça que Moscovici et Hollande se sont défendus en disant « Mais non, on ne va pas remettre en cause le droit de veto, ça se fera peut-être plus tard, quand les Nations Unies auront évolué, puis qu'on sera vers une gouvernance mondiale. » C'est-à-dire qu'ils se défendent en disant « Mais non, on ne va rien faire. » Mais ça va se faire. C'est dans leur idée, c'est effectivement dans leur objectif. Donc on est, oui... Moi j'entends bien ce que vous dites, mais je vois pas de différence avec les pratiques actuelles de la droite. Quand vous lisez l'Axe roi arabe de Lathior, par exemple, vous vous rendez bien compte qu'il y a une stratégie. On passe aux questions tout de suite ou on attend On va peut-être finir. D'accord. On va essayer, il y aura tant des questions, ne vous inquiétez pas, puis on ne vous entend pas à la caméra. Donc il y a des gens aussi qui écoutent. Alors allez-y, vous avez encore un bon quart d'heure, même un peu plus. Moi, sur le droit de veto, il faut quand même mesurer le message, ce que ça signifie. D'ailleurs, c'est tellement énorme que le Parti socialiste fait totalement une volte-face sur cette affaire. Quand vous entendez un petit peu Hollande, mais bien évidemment, on n'a jamais voulu remettre en cause le droit de veto de la France. Il faut nous expliquer comment, dans ce cas-là, la France pourrait être 2 fois avec un droit de veto. Si on réclame un droit de veto de l'Union européenne, quelle est la cohérence d'un droit de veto de l'Union européenne en maintenant celui de la France ?
Ça, c'est totalement la stratégie des Verts. Mais il y a surtout quelque chose de plus grave. C'est comme le disait Christine, ce droit de veto était quand même une des dernières choses qui permettait à la France de peser mondialement. Aujourd'hui, les États-nations, les gouvernements n'ont pratiquement plus de marge de manœuvre sur énormément de sujets de société. Par exemple, chose énorme, ils ne peuvent plus battre monnaie. Vous voyez, par exemple, je suis convaincu, on était dans la crise grecque, je suis convaincu que si les Grecs avaient pu battre monnaie, avaient pu dévaluer, ils ne seraient pas dans la situation où ils sont depuis un moment. Bon, là, tout le monde est condamné à suivre un euro qui est surévalué et qui ne convient qu'aux Allemands. Les gouvernements n'ont plus ces moyens-là. Les gouvernements n'ont absolument plus les moyens de faire la moindre protection de leur industrie. Ils sont condamnés, au nom de la concurrence libre et non faussée, ils sont condamnés à subir une concurrence totalement déloyale. Les gouvernements, aujourd'hui, subissent 80% des lois qui sont votées à l'Union européenne par Bruxelles. Les gouvernements n'ont même plus le moyen de contrôler leur immigration. Vous avez vu sur l'affaire de Lampedusa, par exemple, vous voyez l'Union européenne qui condamnait des pays qui cherchaient quand même à dire on va renforcer nos frontières. Donc on assiste quand même depuis des décennies à un renforcement quelque part des moyens technocratiques, d'une véritable dictature des oligarchies, et il reste vraiment plus beaucoup, en dehors des fonctions régaliennes et encore, de marge de manœuvre au gouvernement. Là, en France, on avait quand même encore ce droit de veto à l'ONU. Eh bien, y compris ça, les Verts et le PS sont prêts à nous débarrasser de ça, à nous priver de ce droit-là. Ils sont un petit peu dans une conception, pour eux, la France, c'est en Europe, c'est un 25e, quand il y a 25 pays, ça sera bientôt un 30e, et puis à l'ONU, il n'y a pas de raison que la France, ça pèse plus qu'un pays comme le Zimbabwe, qu'un pays comme la Libye et tout. On est tous des États égaux, et donc la France, c'est un 200e. Au nom d'une certaine égalité, c'est quand même les pays, c'est pas pour rien, c'est quand même, je sais pas, la France, c'est quand même le pays des Lumières, c'est quand même un pays qui pèse. La France, c'est pas la même chose au niveau des droits démocratiques qu'un ensemble de pays, vous n'avez pas d'élections et tout ça que les pays islamistes, par exemple. Et tout ça, ça va être au nom d'un espèce de relativisme remis exactement au même niveau. Droit de veto, c'est presque du colonialisme, c'est presque le pouvoir des riches. Alors donc, on vire ça. C'est monstrueux. Donc sinon, priorité à l'Afrique, aux immigrés, aux délinquants. Voilà, c'était une des conclusions que je tire. Alors, il y a quelques petits passages savoureux quand même. L'accord évoque la crise de la Corne de l'Afrique avec la sécheresse, les inondations en Asie et ajoute: les pays les plus riches portent la responsabilité la plus lourde dans cette crise planétaire, aux conséquences écologiques et géopolitiques potentiellement dévastatrices. Voilà. C'est la repentance. C'est la repentance en permanence. Nous devons effectivement systématiquement nous repentir. Nous avons trop dépensé, trop gaspillé d'énergie. Donc c'est nous, effectivement, les inondations, etc. Ça, on se le demande. Alors, évidemment, dans le projet, nous ferons du renforcement des liens avec l'Afrique une priorité. Les deux rives de la Méditerranée ont vocation à relever ensemble les défis de la sécurité alimentaire, du changement climatique, de l'accès à l'eau, de la transition énergétique, et là ça devient intéressant, des migrations, de la défense des libertés et des droits. Comme on compte sur l'Afrique, on est sauvé. Il n'y a plus aucun problème pour la défense des libertés et des droits, bien entendu. Donc c'est petit commentaire sympathique, voilà. Et puis, bien sûr, la France portera l'aide publique au développement à 1% du PIB d'ici à la fin de la législature. Tout est notre faute, alors il faut bien quand même. C'est normal. C'est normal, tout à fait. Nous lutterons contre les origines du terrorisme au Sahel ou dans le Golfe. Ça tombe là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas pourquoi. Bon, on se mêle un petit peu de tout.
Alors sinon, il y a effectivement beaucoup de passages sur les logements sociaux, hein, qui vont être multipliés, la construits sur grande échelle, ce qui part d'une bonne intention. Là où ça se gâte, c'est quand on sait que par la force de la réalité, les logements sociaux finalement échappent aux Français la plupart du temps, puisque sans faire de discrimination particulière, ils sont réservés en priorité à ceux qui ont le plus d'enfants et les revenus les plus bas. Donc mathématiquement, on est en train effectivement de dire qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour construire des logements aux immigrés légaux ou illégaux. Point barre. Donc c'est aussi une priorité intéressante. J'avais trop relevé encore une ou deux petites choses là-dessus qui étaient sympathiques. L'efficacité des sanctions ne rime pas avec le tout répression. Nous abrogeons les lois indignes du sarkozysme sur les peines planchées et la rétention de sûreté. Ce sont des lois indignes. Nous développerons l'application de sanctions diversifiées contre le recours systématique à l'emprisonnement qui est devenu un des principaux facteurs de récidive. L'humanisation des conditions de vie dans les prisons et l'accompagnement à la réinsertion seront au cœur de notre politique pénitentiaire. No comment, je crois que ce n'est pas la peine de commenter, hein, c'est clair, voilà. Et nous lutterons donc sans relâche contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes trop de personnes, notamment à l'embauche et pour l'accès au logement, pour leur couleur de peau, leur sexe ou leur patronyme, leur handicap, leur orientation sexuelle et leur choix de vie familiale. L'arsenal juridique sera complété et les sanctions renforcées. Alors, un programme d'accompagnement et de formation des acteurs des secteurs publics et privés, enseignants, policiers et magistrats, recruteurs et DRH sera créé. C'est-à-dire qu'on va former tous nos agents du service public pour que finalement le français d'origine n'ait plus droit à quoi que ce soit. Il faudra toujours que ce soit quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on va faire de la discrimination en faveur de l'immigré et non plus en faveur du français, tout bêtement. Donc c'est les petites choses sympathiques. Alors j'en avais encore peut-être une ou deux dans ce chapitre. Ah oui, il y aura aussi un programme pour les logements sociaux en Outre-mer. Alors quand on pense à Mayotte, etc., ça va être folklorique. Bon, et avec l'immigration non contrôlée, bon, c'est le tout à l'avenant. Donc, si on regarde l'ensemble des propositions, non seulement ça fait peur par rapport à la France, à nos traditions et tout simplement à la chance que pour avoir nos enfants, nos petits-enfants, par leur travail, de réussir à avoir un emploi, un logement, parce que d'autres vont passer avant eux, simplement parce qu'ils ne sont pas nés où il faut, quand il faut, ou de qui il faut. Il faut quand même se dire que le programme, l'accord PS-UMP, enfin UMP, tiens c'est drôle, l'accord, mais c'est un lapsus qui n'en est pas un. PS vert est une catastrophe économique. C'est vraiment une catastrophe économique. Alors ce qui est très drôle, c'est que tout au long de leurs 21 pages, ils dénoncent ce qu'ils ont mis en place, eux, avec l'euro, avec Bruxelles. La concurrence libre non faussée, les délocalisations, ils s'arrachent, ils critiquent, c'est scandaleux, ça n'est pas normal. Or, ce sont eux qui, depuis des années, forcent en disant toujours, il faut la concurrence, il faut Bruxelles, il faut l'euro. On est dans un monde vraiment schizophrène, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. L'immigration sans frein, ce sont eux aussi. Hein. Donc, programme économique qui coûte cher. Je vous rappelle que l'immigration coûte à la France entre 26 et 70 milliards par an, selon les différents spécialistes, hein, et selon les critères. Bourevitch ou Lelon. Voilà. Hein. Et puis, ou Gérard le Prince. Refus du nucléaire, donc qui va rendre la France complètement dépendante des énergies fossiles et donc d'autres pays, encore plus qu'on ne l'est, ce qui est quand même très grave, en plus les problèmes de coût. Et ils reconnaissent en toutes lettres là-dedans qu'on va manquer de pétrole et qu'on en manque déjà.
Mais ça ne les empêche pas de dire qu'il faut arrêter le nucléaire. Chercher l'erreur. Gaz à effet de serre aussi. Et le gaz à effet de serre, enfin, non mais tout ce qui va avec. Si on arrête le nucléaire, il faudra forcément remettre les centrales à charbon. Alors, au niveau de la pollution, bonjour les dégâts. On va tous devenir des moines. On va tous devenir des moines, moi je sais pas, moi ça me plaît pas trop. Non, mais... On nous propose aussi un alignement par le bas de tous les systèmes, effectivement, au niveau des salaires, par exemple. Ils proposent d'aligner, de faire un SMIC commun en Europe. Donc, ça sera forcément un alignement par le bas. Donc, on va perdre forcément nos acquis sociaux, les salaires, etc. Et alors, ce qui est quand même drôle, c'est qu'ils parlent beaucoup de soutenir. Alors, ils dépensent énormément. Ils soutiennent à tout va. Alors là, la planche à billets, ça y va. Donc, soutien aux pêcheurs, aux agriculteurs, etc. Or, Bruxelles interdit ces soutiens. À chaque fois qu'un gouvernement de gauche ou de droite a donné des subventions, a donné de l'argent à nos pêcheurs, à nos agriculteurs, il s'est fait retoquer par Bruxelles et on a été obligé de rembourser les sommes. Or, eux, ils y vont. On y va. On va soutenir, et ils dépensent un argent fou. Ils créent des emplois sur les énergies renouvelables, des 600 000 emplois qui tombent comme ça. L'argent, la planche à billets gratuite, c'est extraordinaire. Dans les choses assez intéressantes, ils vont interdire le travail de nuit et les tâches physiques pour les travailleurs de plus de 55 ans. Moi, je me demande comment et de quoi vont vivre les maçons, les charpentiers entre 55 ans et l'âge de la retraite. Chômage, pré-retraite, ils n'auront pas leurs années. Enfin, il y a quand même des choses qui sont... On est dans l'idéologie la plus totale, mais il n'y a aucun pragmatisme. Et puis, ils proposent bien sûr une refonte des rythmes scolaires. Ils veulent tout changer à l'école. Donc, ça veut dire qu'on va raccourcir les vacances, notamment pour alléger les journées. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se disent que ça serait cohérent. Il faut se dire qu'il y aura forcément un coût sur le tourisme, donc un coût économique. S'il y a moins de vacances en été, il y aura forcément moins d'argent sur les acteurs, sur le tourisme, qui est quand même un point important dans notre pays. Enfin, je terminerai par un petit point pour dire qu'il y a quand même en gros une grande disparition des libertés et de l'égalité. On est face à une idéologie pernicieuse qui ne dit pas son nom, qui est effectivement un véritable totalitarisme. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on est là-dedans. Il y a un refus de l'émulation. Il y a une phrase qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir de concurrence entre les gens, entre les États, entre les régions. Il ne faut surtout pas de concurrence. Alors, le paradoxe, c'est que ce sont les mêmes qui applaudissent forcément au match, à l'émulation dans le sport. Là, ça c'est normal. Là, je ne sais pas, on est dans un pays où il n'est pas bon d'être meilleur en maths que son voisin, mais c'est tout à fait normal d'être un meilleur joueur de foot. Pourquoi? Allez savoir. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis, ce sont quand même les mêmes qui, depuis des années, nous encouragent à la concurrence libre et non faussée. Alors, pour l'argent, pour les marchés, là, il faut de la concurrence. Pour nous, non. Égalité stricte et nivellement par le bas. Interdiction de fait aussi de la voiture remplacée par les transports en commun et les vélos. Alors, il prévoit, je n'ai plus la phrase exacte, un plan national du vélo. Extraordinaire. Là, je ne sais pas comment ils vont nous obliger à tous rouler en vélo. Avec ma mère, dont on connaît la célèbre vidéo, le vélo de ma mère. C'est la Chine, en fait. Ils sont tous à vélo en Chine. Non, mais voilà, je pense que l'idée, c'est que de toute façon, on est tous des sales colonisateurs, exploitateurs, riches, etc. Il faut qu'on en bave un peu. Donc, on va arrêter nos voitures. D'abord, c'est pas normal. Donc, le vélo, les transports en commun. Et on va laisser le centre-ville à ceux qui sont aidés et qui pourront effectivement s'installer au centre-ville. Et puis, à ceux qui auront les moyens de rouler en limousine et d'y aller. Voilà, point barre. Donc, c'est toujours effectivement... Mais il y a combien d'ouvriers à peu près qui sont dans l'industrie automobile aujourd'hui en France, on sait? Je n'ai pas les... Plusieurs dizaines de milliers, quoi. Oui, c'est sur le carreau aussi. En plus, oui, non, mais l'industrie automobile, quand je dis, mais c'est un suicide politique, un suicide économique incroyable. Il y aura aussi, alors, mise sous tutelle des grandes entreprises par les salariés qui vont être présents dans les instances de décision des grandes entreprises, quand même. C'est-à-dire que
Alors, il y a une dizaine de fois dans le rapport, donc ça fait toutes les 2 pages, on va faire une commission sur ceci. On va mettre les associations, ce sont les associations qui vont décider de cela. Ce sont les ONG qui vont décider, etc. C'est-à-dire qu'on est en train, dans ce programme, de remplacer le pouvoir politique, la représentativité politique, par on va dire des lobbies. Des lobbies, des associations, voilà. Essentiellement, les associations, les syndicats, mais ce ne sont plus les gens qui vont décider. Et alors, le nombre de rapports, de débats publics, etc. qu'il y a, c'est ahurissant. Disons que je pense que les gens vont passer 5 ans à discuter pour savoir effectivement s'il faut entrer avec le pied gauche ou avec le pied droit à l'église. Bref. Il n'y aura plus d'église. Non, il n'y aura plus d'église, bien sûr. Donc, c'est vrai que sous couvert de démocratie, on va remplacer le pouvoir politique par le pouvoir des associations, etc. Ça, c'est clair. Mais je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur la création du MES, dont vous avez peut-être entendu parler, le fameux mécanisme européen de stabilité, que l'UMP-PS veut nous vendre, dont on nous dit moult bien pour nous sauver, pour sauver l'euro, etc., sauver l'Europe. Et il y a je ne sais plus, un politologue qui a fait un petit texte pour expliquer ce qui se passerait si ce mécanisme européen de stabilité est mis en place, comme ils sont en train de travailler à le faire. Ce capital doit s'élever à 700 billions d'euros, c'est-à-dire 7 000 milliards d'euros. Le Conseil du MES peut décider de changer de capital et passer à un chiffre supérieur de 700 millions. Beaucoup plus intéressant, les États doivent honorer toute demande de capital en moins de 7 jours. C'est-à-dire qu'il faudra quand même payer. Ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme européen de stabilité est compétent pour entamer des procédures juridiques, mais il dispose de l'immunité juridique. C'est-à-dire que sa propriété, ses moyens financiers, ses activités sont préservés de toute investigation, de toute réquisition venant de la part de gouvernements, d'administrations et de tribunaux. Autrement dit, les gens qui vont gérer ce mécanisme européen de stabilité vont pouvoir faire ce qu'ils voudront et plus personne ne pourra changer quoi que ce soit ni demander de compte. C'est-à-dire qu'on est dans un système totalitaire qui est en train de s'installer à l'échelle européenne, qui est dramatique et qui est en train de tout verrouiller absolument jusqu'au bout. Alors, que des hommes politiques, ceux-là, ceux qu'on a, ceux qui se préparent, etc., s'apprêtent à nous livrer vraiment, pieds et poings liés à la finance, au marché, aux spéculateurs, à ceux qui ont le pouvoir de décider de l'immigration, etc., je crois qu'il faut que ce soit effectivement su, qu'on en parle partout, que ce soit dit et qu'on ne se laisse pas faire. Il n'y a que la protestation populaire qui peut encore essayer de faire avancer les choses et modifier. Voilà ce que je voulais dire. Alors, merci beaucoup, en plus d'avoir tenu les délais. 1 heure pile. Voilà, 1 heure pile. Juste avant de passer aux questions, j'ai oublié tout à l'heure de demander d'éteindre vos portables parce que ça crée des petites perturbations. Donc, il faut bien éteindre vos portables, ceux qui l'ont encore allumé. Alors, monsieur voulait poser une question. Est-ce que vous pouvez venir jusqu'ici et la poser Mais vous n'allez pas me filmer parce que je suis fonctionnaire d'éducation nationale, c'est la mort sociale. Ah oui. C'est pourquoi je vous entends au micro. Moi j'entends bien ce que vous dites, c'est effectivement hallucinant, mais je vois pas la différence avec ce qui se passe actuellement avec la droite, qui a un autre discours, mais qui a les mêmes pratiques. Je parlais de Battior qui a écrit son livre sur l'axe euro-arabe. C'est un projet, le projet de fin des nations et du gouvernement mondial, c'est un projet qui a plusieurs décennies. Tout à fait. Donc, c'est aussi une question que je me pose par rapport aux élections pour qui voter. Moi, je vois pas les discours sont différents,
mais les pratiques sont les mêmes, en fait, il me semble, entre la droite et la gauche. Enfin, c'est comme ça que je le... On Je va, sais pas ce essayer, que vous en pensez. on va essayer de vous répondre. Qui commence? Bon, bah, c'est moi qui... Allez. Ah bah, Écoutez, chacun son tour. il y a une grande phrase, hein, c'est l'UMPS. Hein. Bon, il n'y a pas que Marine Le Pen qui l'utilise. Hein. Arlette Ladiguet l'utilise, Nicolas Dupont-Aignan l'utilise. Et j'ai vu un petit marrant qui nous a expliqué ce que ça voulait dire UMPS. Ça veut dire une mosquée par semaine. J'ai vu ça aujourd'hui. Mais bon, pour être plus sérieux, je crois que, bon, monsieur... Je crois qu'en même temps, monsieur a raison, et en même temps, il y a quand même des particularités. C'est-à-dire, à mon avis, je vais vous citer un exemple. Je connais bien un maire de gauche, qui vient par ailleurs d'être élu sénateur. Quand vous mangez entre quatre yeux avec lui, il est d'accord, vous lui parlez de la catastrophe de la France de ces 30 dernières années, il est d'accord. Vous lui parlez de l'Union européenne, il est d'accord, il dit que ça ne marche plus. Vous lui parlez de l'immigration, il dit je ne comprends pas, il faudrait arrêter. Vous lui parlez de l'islam, il dit moi je ne suis pas pour le voile, il y aurait quoi, je l'interdirais en France. Bon, discuter avec lui entre quatre yeux, il n'y a aucun problème. Et donc vous vous étonnez, vous lui dites bah, camarade, je m'étonne, pourquoi dans les instances du PS on t'entend pas? Et là il lève les bras et dit malheureux, mais t'es fou. Si j'ai le malheur de dire le 10e de ce que je te dis dans les instances du PS ou à gauche, je suis politiquement mort. Et je pense que c'est vrai par ailleurs. Je me prends une campagne du Monde, je suis stigmatisé par mes camarades, je suis traité de raciste, on raconte que je tiens des propos qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, et on va m'accuser de l'eupénisation des esprits. Il dit si j'ai le malheur de dire ça, je suis mort. Et personnellement, je suis hostile au droit de vote des étrangers. Si je dis dans mon parti que je suis hostile au droit de vote des étrangers, c'est terminé pour moi. Vous êtes quand même obligé, par exemple, sur ce dernier point, on a affaire à un président de la République, une véritable girouette. Hein, puisqu'il y a 10 ans, il était contre, il y a 5 ans, il était pour, et là, il est à nouveau contre. Mais vous avez malgré tout, il est contre, parce qu'il y a malgré tout un fond à droite qui, je crois, aujourd'hui, est plus attaché à la nation qu'une gauche qui a complètement abandonné ses valeurs. Qui aujourd'hui à gauche est encore capable de dire quelques mots sur la nation? Chevènement. Chevènement, et je crains que nous ayons fait le tour. Hein, Mélenchon, Mélenchon, de temps en temps, surtout dans des meetings, s'il sait que ça va faire applaudir. Mais par ailleurs, dans les faits, vous n'entendez pas Mélenchon défendre la souveraineté de la France, par exemple, hein, parce que la nation, c'est quand même aussi la souveraineté. Bon, ça, on ne va pas l'entendre de trop, au contraire même. Hein. Donc je crois quand même que ce sont des thèmes où il demeure à droite, j'ai envie de dire surtout pas de la part d'un Juppé, surtout pas de la part d'un Raoult, surtout pas de la part du centre, mais il demeure une espèce de vieille garde, de vieux grognards qui sont encore capables, j'ai envie de dire, de tousser quand ils apprennent que la France va encore abandonner les pans de souveraineté. Je pense par ailleurs, un texte comme ça à l'UMP, écrit comme ça, passerait pas. L'UMP serait capable de l'imposer autrement, hein. On a vu sur Lisbonne, on a vu tout ça. Mais je pense quand même que c'est un texte qui susciterait des oppositions internes que, hélas, il ne suscite plus à gauche. Parce que la gauche a totalement abdiqué sur toute valeur de nation, sur toute valeur d'amour du pays. On a vu le débat sur l'identité nationale, c'est caca, c'est pas beau, c'est extrême droite et tout. Donc je crois que la gauche est beaucoup plus perméable aujourd'hui à toute une idéologie altermondialiste, internationaliste, parce que c'est ça finalement. On est internationaliste, mais on est tellement internationaliste qu'on n'aime plus la France. Hein, je crois qu'un Hollande résume tout. Hein, rappelez-vous un débat, j'entendais dire beaucoup de mal d'Emmanuel Todd tout à l'heure, peut-être à la suite d'un célèbre débat avec Christine. Mais moi j'avais aimé le Emmanuel Todd en 2008 qui avait allumé Hollande. C'est-à-dire, il lui disait, mais pourquoi la gauche, vous ne demandez pas du protectionnisme? Et il avait expliqué que lui, il était internationaliste et qu'il devait défendre les prolétaires indiens. Et Todd y avait dit, vous avez raison, mais ce n'est pas les prolétaires indiens qui vont voter pour vous. Donc c'est quand même un petit peu ça le drame, c'est qu'on a affaire à une gauche qui, tellement internationaliste, tellement mondialiste, tellement et tout, ne défend plus ce pourquoi elle devrait quand même se battre, c'est son pays. Parce que quand même, on est de gauche, d'accord, on a une vision internationale, mais on défend les siens d'abord. Et les siens, c'est le peuple de France. Et je crois malgré tout qu'il reste à droite. Moi, par exemple, je connais un Jacques Miard,
vieux grognard et tout, attaché à la nation, capable de dire des choses claires et tout. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas l'équivalent, ou du moins qu'à gauche, on ne puisse pas dire « tiens, Jacques Miard est capable de dire à droite ». Je crois que s'il y a une différence, elle est là. Par ailleurs, l'UMPS, ça tient la route quand on voit finalement le meilleur exemple, c'est le traité de Lisbonne. Hein. Traité de Lisbonne, où main dans la main, la construction européenne, à Bruxelles, ils votent 96% des textes ensemble, donc la différence est minime, mais il y a celle-ci quand même. Hein. Alors, autre question, monsieur, il faut venir sans vous faire voir si vous voulez. Je vous remercie de tout ce travail. Je rebondis sur ce que vient de dire Pierre Cassin. Je pense que maintenant, la ligne rouge, c'est entre ceux qui prennent la responsabilité et ceux qui ne la prennent pas. Ceux qui la prennent, comme vous nous l'avez demandé, prennent des risques d'être diabolisés, quoi qu'ils fassent, hein, ça c'est on en est sûr. Alors je suis content que Chevènement ait vraiment rué dans les brancards, mais à mon avis, il ne peut pas maintenant, sans déconsidérer, se rallier à gauche. Une fois qu'il a dit ce qu'il a dit, que c'était la catastrophe, ce ne serait pas logique. Bon. Et à droite, ce que je regrette, enfin pas que je regrette, ce que je constate, c'est qu'effectivement il y a des grognards, mais si vous voulez, ils sont en retard d'un train sur la gauche, dans la dissolution de notre pays, de vouloir vivre ensemble, avec nos différences, bien sûr. Enfin, on va encore pouvoir discuter, s'engueuler sur le passé, mais au moins rester ensemble. Ils sont un train de retard, et donc là, je pense que la situation, je pense que la situation est grave. Enfin, et il faut. Est-ce que vous avez une question? C'est ça, la question, c'était. Que faire? Que faire? Non, mais je veux dire, que faire pour mettre les gens devant leurs responsabilités? Donc nous avions Lénine dans la salle ce soir. Alors, moi, je voudrais juste dire un mot sur Chevènement. Hein, c'est vrai que Chevènement, je pense qu'il s'est lancé parce qu'il va faire la caution républicaine de Hollande, il ne faut pas rêver. Il va nous refaire le coup, enfin je le sens comme ça, le coup effectivement qu'il a fait avec Ségolène Royal, malgré tout ce qu'il dit, parce que ça va permettre, à mon avis, pour lui de négocier peut-être 1 ou 2 députés. Et pour Hollande, ça va lui permettre de contrecarrer l'effet désastreux des accords avec les Verts qui partent dans tous les sens. Donc, c'est une possibilité, c'est une hypothèse. Je ne vois pas d'autre explication à sa candidature et je ne vois pas comment il irait jusqu'au bout. Logiquement, il devrait au moins s'abstenir. Logiquement. Il ne peut pas se rallier à Marine Le Pen. Mais quoique, il devrait. Non, mais je veux dire, les patriotes pourraient s'allier. C'est vrai que nous avons dit qu'on avait en France, il y avait de quoi faire un front des patriotes, un Dupont-Aignan, un Chevènement, un Miard, un Gérin, une Marine Le Pen, tous ensemble, pourraient peut-être faire quelque chose, effectivement, qui nous sortirait de cette UMP-PS, bien sûr. Non, la question, je la repose, excusez-moi, c'est le fait que l'UMP a un train de retard vis-à-vis de la dissolution que propose la gauche de notre pays. C'est le problème. Total problème, c'est tout la question. Alors, autre question. Voilà, 3 doigts qui sont levés. Honneur aux dames. Vous la posez de là-bas, oui. Non, moi, c'est pas une question, c'est que j'ai vu que parce que quand vous dites c'est le vote pour les étrangers, alors aussitôt, tout le monde monte au créneau. Mais en fait, il y a quelque chose de plus subtil, c'est que ça s'appelle désormais, j'ai lu, c'est un concept nouveau, la citoyenneté résidence. Donc j'ai lu un article où on ne parle pas de vote pour les étrangers, mais le concept qui arrive dans le monde politique serait la citoyenneté résidence. Et donc c'est déjà acquis en Espagne, mais au coup par coup, avec les pays, et il faut que ce soit réciproque. Donc si jamais, je ne sais pas, tel pays, les citoyens de tel pays veulent voter en Espagne, il faut que réciproquement, les Espagnols peuvent voter. Et en fait, j'ai vu que peu à peu, ça grignotait sur des modalités différentes. Dans tous les pays européens, chacun fait son petit truc chez soi. Ça n'est pas évoqué du tout comme ça dans l'accord. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. La notion de citoyenneté résidente, d'ailleurs, moi, ça me fait hurler. Citoyenneté, c'est droits et devoirs, c'est quelque chose de particulier. Donc là, on dévoile les mots aussi. Oui, oui, non, mais il y a des gens qui lancent des nouveaux concepts. On ne fait pas trop d'échanges, parce qu'il y a d'autres questions. Oui, 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 c'était tout. Je voulais savoir si Pierre, tu voulais réagir, non? Alors, monsieur, allez-y. Bonsoir. Vous avez très bien parlé de la volonté affichée par le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts d'aller vers une Europe fédérale.
Et ma question est très simple, c'est est-ce qu'ils ne vont pas être tout simplement dépassés par le duo Sarkozy-Merkel, Merkozy comme disent maintenant certains de nos amis américains, qui veulent, c'est dans le Figaro de ce matin, imposer un traité qui va encore une fois renier sur la souveraineté de la France. Et c'est quelque chose, une volonté très, très claire de faire renoncer encore à une souveraineté française pour satisfaire les marchés. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il ne faut pas être devancé? C'est évident qu'ils sont en train, depuis 3 semaines, un mois, ils sont en train de dire qu'il faut faire effectivement un gouvernement de la finance, il faut faire quelque chose de supérieur. Ils sont en train d'installer effectivement une Europe fédérale. Simplement, ils nous ont pris la précaution de dire à 27, elle ne sera pas possible. Donc on va avoir un petit noyau, dont effectivement Sarkozy, Merkel veulent devenir les locomotives, mais en fonctionnant sur quelque chose qui ne fonctionne plus, puisque l'euro va droit dans le mur de toute façon. Pierre, c'est bon? Non, la troisième question, c'est monsieur. Bonsoir. D'abord un petit peu d'humour. Ah. Le film 2012 avait prévu dans sa prophétie la fin du monde par les Mayas. Donc je pense qu'ils ont dû avoir le programme PS vert avant tout le monde. Et je pense qu'ils ont dû comprendre avant tout le monde. Blague à part. Moi, je pense que tout ce programme vert PS peut se faire que dans une stabilité. Moi, je pense que la fin de l'Europe va être programmée dans très peu de temps. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, des spécialistes, il y a beaucoup de spécialistes. Donc, que pensez-vous que si demain l'Europe s'écroule, tout cela ne pourra pas marcher? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Si on était dans un monde normal avec des gens normaux, on serait obligé de se dire que il y aurait quand même des bilans qui seraient faits. Bon, le bilan, ça fait quand même maintenant des dizaines d'années qu'on nous raconte que l'Union européenne, ça va être la prospérité pour les peuples, ça va être la lutte contre le chômage, que tous ensemble, on est bien plus fort que quand on est chacun dans nos États, que l'Union européenne, c'est le meilleur remède contre la guerre. Je sais pas, on a vu dernièrement, on n'était pas loin de tout ça à Athènes, parce que ces salauds de Grecs qui vont ruiner notre économie. Donc, l'Europe, facteur de paix, c'est pas terrible. Et puis, malgré tout, on est dans des réponses, moins l'Europe marche, plus il faut d'Europe. C'est quand même un petit peu ça la réponse de toutes nos élites. Et on pourrait le dire de la même façon sur un ensemble de thèmes qu'on a évoqués ce soir, c'est-à-dire il n'y a pas de remise en cause, par exemple, on casse les services publics, est-ce que la privatisation, ça marche mieux dans un ensemble de domaines? Ah bon? L'immigration est-ce que l'immigration depuis 30 ans est une chance pour la France comme elle a pu l'être dans les années 50? Toujours plus d'immigration, même si on constate quand même que l'intégration n'est pas au rendez-vous, que le communautarisme progresse. L'islamisation de la France, c'est un mythe, c'est une réalité, ça n'existe pas. Toujours plus de mosquées. L'Union européenne, c'est exactement ça. Et donc, si elle s'écroule demain, si elle s'écroule demain, justement, quand je disais, si on était dans un monde normal, nos dirigeants diraient, écoutez, on vous a raconté une belle histoire, on a fait un beau rêve, on aurait bien aimé que ça marche, manque de chance, ça marche pas, chaque État va retrouver sa souveraineté, vous faites ce que vous pouvez, vous reprenez votre monnaie nationale, vous faites ce que vous voulez, vous avez à nouveau des gouvernements souverains, et puis excusez-nous, on s'est gouré. Ça serait si on était dans un monde normal. C'est pas ce qui va se passer. Ou du moins, c'est pas ce qui va se passer si les peuples ne se lèvent pas. Ce qui va se passer, c'est au contraire. Ils vont devenir encore plus dangereux. Ils vont devenir dictature des oligarchies financières, c'est-à-dire que ce qu'expliquait Christine avec le monstre qu'ils sont en train de mettre en place, mais ça va être carrément, on va faire encore plus d'Europe. Il va y avoir encore plus de souveraineté, encore plus de pertes de souveraineté, des endettements, alors là, qui vont dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Et effectivement, dans une situation comme ça, les débats vers PS, sur l'éducation nationale, sur tout ça, ça sera, vous avez raison, totalement déconnecté des réalités, parce qu'on sera complètement dans une autre situation, où la vraie question, c'est est-ce qu'on ne sera pas dans une situation à l'Argentine ?
Par exemple, en Argentine, ils s'en sont sortis parce qu'ils ont surtout fait le contraire de ce que voulait que le FMI fasse. Bien sûr. Mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans une situation? Est-ce qu'on peut pas? Mais moi, vous savez, je remarque. Je veux bien juste finir. Moi, je remarque quand même quelque chose d'invraisemblable. J'aurais jamais cru, j'ai commencé l'intervention dans les années 80. Moi, j'aurais jamais cru que 30 ans plus tard, dans nos conférences, on se rend compte de plus en plus de personnes qui vous disent deux choses. Qui réfléchissent à une autonomie alimentaire. Qui réfléchissent de plus en plus à refaire un petit jardin, à commencer à avoir des poules, à commencer à se dire, on ne sait jamais, si tout s'écroule et tout, il faut être capable de s'en sortir, il faut être capable de manger. Puis on en rencontre de plus en plus qui vous disent, ça ne suffit pas d'être capable de manger, il faut aussi être capable de défendre le poulailler. Et pour défendre le poulailler, il faut des lance-pierres et puis autre chose. On n'aurait jamais cru entendre ça il y a 30 ans. Ce qui signifie quand même que, y compris dans un pays comme la France, le système tel qu'il est, qui est en train de partir complètement à valo, suscite des inquiétudes énormes, à mon avis, qui ne sont pas totalement le fait simplement de paranoïa complètement déjanté, mais suscite des inquiétudes énormes quant à l'avenir immédiat du nôtre et encore plus de nos enfants. Donc effectivement, on peut, dans un scénario catastrophe comme ça, se dire que ces débats-là sont lointains, mais par ailleurs résument quand même ce qu'est l'état d'esprit de ces dirigeants. Alors je vais prendre encore 3 dernières questions, sauf s'il y en a plus. Je veux bien intervenir. Et alors, avant de les prendre, je vais en poser une parce que je suis pas sûr de pouvoir en placer une quand même. Là, je me méfie, là, ça sent le piège. Non, pas du tout. Est-ce que ce que vous dites là, apparemment, c'est que la gauche, il n'y a rien de pire. Mais est-ce que votre conclusion, c'est tout sauf la gauche? Oui. Parce que si c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes politiques? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez il y aura il y a 3 choix gagnants, disons, potentiels en 2012. Il ne faut pas se cacher. Donc Marine Le Pen, l'UMP et le PS. Est-ce que Marine Le Pen a une vraie chance selon vous? Et si elle n'en a pas, est-ce qu'il faut voter UMP? Pour être très pragmatique, quoi. Oui, précis. Bon, alors déjà, riposte laïque, on est régulièrement interpellé sur qu'est-ce que vous nous dites de faire en 2012? Et on répond très souvent, on est poli, mais débrouillez-vous. À peu près. C'est-à-dire que nous, on tient compte, on est un média, et on n'est pas un média qui est relié à un parti. C'est-à-dire qu'on est un média où on a des gens qui pensent que Chevènement est l'homme de la situation, on a des gens qui pensent que Mélenchon est l'homme de la situation, on a des gens qui pensent que Marine Le Pen est la femme de la situation, on a des gens qui pensent que Sarkozy c'est un moindre mal et que c'est le seul qui a une chance de nous éviter la gauche. Et puis, on a des gens qui, malgré tout, se disent, on a un lecteur qui nous a dit, par exemple, j'apprécie Eva Joly parce qu'elle a été capable de défendre ses convictions antinucléaires et grâce à vous, je vais voter pour elle. Donc, vous voyez, on arrive même à rabattre des électeurs pour Eva Joly. Vous voyez, je ne cache pas que c'était pas l'objectif, mais bon. Donc nous, on souhaite réellement, à Riposte Laïque, on souhaite préserver ce pluralisme. Ça ne veut pas dire qu'on va traiter tout le monde de la même façon. Il est bien évident que quand il y en a qui disent des choses bien, on aura plutôt tendance à le signaler. Quand il y en a qui font des choses totalement contraires à ce qu'on considère comme notre ligue, l'amour de la nation, de la République, de la laïcité, quand ils font le contraire, on tape. Vous remarquez quand même qu'on tape quand même beaucoup plus sur l'UMP et sur le PS que sur Marine Le Pen, tout simplement parce que le constat qu'on fait, c'est que Marine Le Pen reprend beaucoup des thèses que développe Riposte Laïque. On ne dit pas qu'elle nous copie, elle n'a sans doute pas besoin de nous pour ça, mais en tout cas on constate, on n'est pas d'accord sur tout. Christine est capable de tailler Marine Le Pen sur le remboursement de l'IVG, par exemple. On est capable, Pascal Ilout est capable de publier un texte où il dit que Marine Le Pen n'a rien compris à la gravité de l'islam et qu'elle est en dessous par rapport à ça. Donc, respect de toutes les différences, on garde notre libre arbitre, et donc, moi je le dis très tranquillement, on donnera de consignes de vote ni pour le premier tour, ni pour le deuxième, mais on essaiera d'éveiller les consciences, et on fait confiance à nos lecteurs pour faire le choix qui leur paraîtra le plus conforme aux intérêts de la France et aux leurs. Par ailleurs, quand on discute dans l'intimité, moi je ne cache jamais pour qui je vais voter, mais je le fais dans l'intimité. Je considère que, étant responsable de Riposte Laïque, je me dois une réserve et par rapport à la rédaction et par rapport à notre lectorat.
Mais le mot d'ordre reste bien tout sauf la gauche. Ouais. Ça, c'est clair. C'est vrai. Et c'est une femme de gauche qui vous dit ça, passée par le PS. Voilà. Donc le message, c'est devenez des intimes de Pierre Cassan. Et tout sauf la gauche. Une question. Une question, un petit témoignage d'abord. J'ai fait partie des cadres des Verts en 92 et j'ai été exclu par les ayatollahs verts. Bienvenue au club. Parce que Henri a même été conseiller régional. Voilà, Ah oui, vert. pas moi. Tout simplement parce qu'en 92 déjà, je me suis opposé au droit de vote des étrangers hors UE. Raciste. Déjà. Alors, pour vous dire aussi que les écolos que l'on a maintenant n'ont rien à voir avec les écolos de mon temps. Hein. Je parle de Wechter, je parle de la première vague écolo qui était associative. Et on voit bien l'idéologie. Tout à l'heure, vous avez parlé d'égalitarisme. Or, l'écologie, c'est la biodiversité. À la base, c'est ça. Et quand on vient essayer de tout mettre à niveau, alors là, c'est vraiment de l'idéologie, c'est du contre-écolo par nature, je veux dire. Voilà. L'idéologie seconde aussi, c'est de faire croire que parce qu'on va faire payer plus cher l'essence, on va réduire ce qui va se produire, ce qui se produit déjà, c'est que les gens qui ont les moyens roulent en voiture, et ceux qui ne l'ont pas roulent en vélo. Voilà. Alors j'arrive tout de suite à la question, et c'est la question de Lénine. À partir de ce constat-là, que faire? Comment on procède pour essayer de s'opposer à tout ça? Je crois ce qui est important, il n'y a pas des réponses toutes faites, mais je crois ce qui est important. Ce qui est important, c'est déjà de ne pas se laisser intimider par le discours de la bien-pensance. Le coup du racisme, le coup de l'extrême droite, je crois vraiment, quand on vous dit ça, c'est les yeux dans les yeux, je vais t'expliquer ce que c'est le racisme, je vais t'expliquer ce que c'est l'extrême droite, et désolé garçon, mais t'es peut-être plus proche du racisme et de l'extrême droite que moi. Je crois déjà là-dessus, vraiment, aucun complexe, on se laisse pas intimider par ce discours-là. Je crois que vraiment ça c'est important. Et puis après, moi je crois que toutes les élections se gagnent par des témoignages personnels, par des discussions intimes. Moi je peux vous citer un exemple. Je connais très bien un couple très habitué à aller bosser en moto, tous les jours à Paris, justement à côté, à la place de la Bourse. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent en moto et par ailleurs, ils habitent dans un endroit qui est plutôt résidentiel. Autrement dit, quand vous leur racontez l'islamisation de la France, quand vous leur racontez, mais attendez, il y a un petit transfert de population en ce moment, vous n'avez pas remarqué, non, comment ça va pas, t'es dans tes délires, ne complique pas la vie. Et puis, la moto, c'est comme tout le reste, de temps en temps, ça tombe en panne. Hein, et quand la moto tombe en panne, il faut aller travailler par les transports en commun. Et quand on se retrouve dans les transports en commun, à 18h, un samedi soir, là c'était le cas, à Châtelet-Les-Halles, et qu'on prend la moto depuis 20 ans, qu'on n'a jamais été confronté à ça, c'est une expérience qu'ouvre les yeux. Je peux vous dire également un autre jeune que je connais très bien, qui, pareil, il travaille sur les chantiers. Il entend nos discours, il dit mais ça va pas, vous n'avez pas le droit de dire ça. Moi j'ai mon pote Mohamed, il est vachement sympa, il n'y a pas de problème. J'ai mon pote Mustapha, mais c'est un frère pour moi. Quand vous tenez votre discours, c'est comme si vous l'insultiez, vous n'avez pas le droit. Bon et tout, très bien garçon. Et puis il fait un stage dans un coin, il fait un stage de chauffeur routier. Et puis c'est quand même un mec du terroir et tout, donc pour lui, son verre de pinard et puis son pâté, son saucisson le midi, c'est quelque chose de sacré. Manque de chance, le stage qu'il fait, il le fait dans une région où il y a quand même un très fort taux d'immigrés, pour ne dire que ça, de culture arabo-musulmane. Et il met une demi-heure à trouver un café où on accepte de lui servir un verre de vin
et du saucisson. Et bah, le soir, quand on se revoit, bah, il cause. Parce que bah, le déni de réalité, c'est une chose, mais quand on est vraiment confronté au quotidien à ça, et moi je crois que c'est ça, c'est de plus en plus, il n'y a pas une personne qui n'est pas confrontée aux conséquences de ce qu'on discute. Il y a simplement une telle culpabilité, une telle peur de passer pour un facho, pour un raciste et tout, que finalement les gens finissent par ne pas oser l'exprimer. Mais quand vous causez très librement avec beaucoup de personnes, vous constatez au départ que c'est les plus timorés qui, quand ils commencent à se lâcher, vous débordent complètement. Voire que c'est vous qui êtes parfois obligé de les calmer. Donc moi je crois réellement que faire, bah c'est ça, c'est pas avoir peur de dire les réalités, pas avoir peur de dire que l'Union européenne ça marche pas avoir peur de dire que l'immigration, faut arrêter. Faut arrêter pour défendre les travailleurs français et immigrés. Je dis bien français et immigrés, que bah, l'islamisation, faut arrêter parce qu'ils sont en stratégie de conquête et que si on veut défendre notre modèle laïque, le droit de croire ou de pas croire, eh ben faut arrêter, il faut déclarer que l'islam c'est pas une religion, c'est un projet politico-religieux guerrier et qu'il faut le dire très clairement. Et je crois que c'est surtout ça, c'est discuter. Vous avez des réunions de famille, vous avez des réunions d'amis. Faut pas se laisser intimider, faut pas avoir peur de passer pour le facho. Parce que je pense que les discours qu'on tient sont des discours progressistes, sont des discours républicains, sont des discours de défense des libertés, des discours de défense d'un modèle qui est tout à fait respectable et qu'on n'a pas à baisser les yeux quand on le défend, ni à se laisser culpabiliser. Je crois que c'est ça le plus important. Bien. Ça me paraît une bonne conclusion. Donc, merci encore.